For a Crown, c'est un jeu pour 3 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Vous allez être à la tête d'une famille d'aristocrates et votre but, ça va être de devenir le roi, tout simplement. Pour ça, il va falloir avoir le plus de rubis dans votre trésor à la fin de la partie par rapport aux autres familles. Et pour faire ça, il va falloir essayer de faire perdre du coup des rubis aux autres. Donc coup bas et fourberie pour la couronne, comme c'est marqué sur la boîte. Vous allez avoir pas mal d'interactions avec les autres joueurs. Il faudra pas être trop susceptible. Donc je vous explique tout de suite comment ça marche. Pour la mise en place, chaque joueur va recevoir un coffre au trésor à sa couleur, donc il y a plusieurs couleurs dans le jeu, 5 familles au total. Et dans ce coffre au trésor, il faudra mettre son objet précieux, donc chaque famille a un objet précieux, donc une grosse tuile qu'il faudra mettre dans son trésor, et 10 rubis. Donc on commence avec ça dans son coffre au trésor. Tout ce qu'il y a dans le coffre au trésor doit rester caché pendant toute la partie aux autres joueurs. En plus donc de ce coffre et des rubis et du trésor qu'il y a dedans, on va recevoir des sleeves, donc des protège-cartes, à notre couleur aussi. Donc il y a un petit bandeau qui correspond donc à la couleur du coffre au trésor. Donc il y en a un certain nombre des sleeves, mais pour chaque partie vous en utiliserez que 5. Donc il y en a un petit peu en plus pour si jamais vous les abîmez. Donc chaque joueur va recevoir ça. Son coffre au trésor, c'est sleeves. Donc là j'ai fait une mise en place pour 3 joueurs par exemple. Ensuite on va mettre au centre de la table le petit plateau galerie. Sur ce plateau il va falloir mettre les jetons correspondant donc au portrait de chaque famille aléatoirement, et le premier joueur sera placé sur le petit emplacement avec l'étoile, donc à droite ici, et ensuite les autres joueurs seront derrière. Donc cette piste ici où il y a des emplacements pour les portraits, c'est la piste d'influence de votre famille, et à chaque fois le joueur qui sera le plus à droite sera le premier joueur, et on tournera donc pour la première phase du jeu que je vais expliquer après. Sur ce petit plateau, on va aussi en début de partie mettre les 3 tuiles de valeur 1, 3 et 5 dans les emplacements les plus à gauche ici. Et on va empiler à côté les tuiles de valeur 0, il y en a 3, qui entreront en jeu un peu plus tard dans la partie. Vous allez voir, on va décaler ces tuiles. Ensuite, il va y avoir des cartes événements. Donc au début de la partie, vous avez des sleeves qui, elles, n'ont pas de petits bandeaux, qui correspondent à aucune famille. Ces sleeves-là, elles sont utilisées pour les cartes événements. Donc au total, il y a 7 cartes événements dans le jeu. Il y en a 2 avec une petite étoile, ce sont les événements de départ qu'il faudra utiliser donc dès le début de la partie. Vous les prendrez et vous les mettrez de côté quelque part. Et les 5 autres cartes événements, vous mettrez les sleeves dessus pour la première partie, et ensuite vous les mélangerez et vous les mettrez en tas ailleurs. Ensuite, il va falloir organiser le petit marché donc pour recruter des mercenaires. Donc on va y avoir différentes cartes qui sont des différents personnages qu'on va pouvoir recruter pour aller embêter les autres joueurs ou essayer de gagner des choses. Donc ces cartes-là, elles sont de différents niveaux. Il y a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4, le niveau 5 en colonne. Les niveaux sont inscrits donc en bas au niveau du bandeau au centre. Donc là c'est niveau 1, là c'est niveau 2. Les cartes niveau 1, vous allez en avoir 3 différentes, qui sont les 3 qui sont ici. Il faudra les trier donc par type et faire un tas de différentes cartes identiques en colonne ici. Les cartes de niveau 2, toutes les cartes de niveau 2, vous allez les mélanger ensemble. Vous allez faire un tas face cachée là-haut et vous allez en révéler 2. Et vous ferez exactement la même chose pour niveau 3, niveau 4 et niveau 5. Vous mélangez le tas, vous en révélez 2, vous mélangez le tas, vous en révélez 2 et ainsi de suite. Et vous avez mis en place du coup le marché pour le début de la partie. Enfin, on va avoir un petit dé qu'on va mettre de côté qui sera utilisé à certains moments. Et on va avoir une petite réserve de ressources. Donc dans le jeu, il y a 3 ressources. Il y a les rubis, qui sont les éléments les plus importants, parce que c'est ça qui va déterminer du coup le vainqueur en fin de partie, celui qui aura le plus de rubis. Il va y avoir les pièces, qui elles vont servir uniquement à recruter les mercenaires. Donc le coût d'achat sera ici, je vais l'expliquer après. Et on va avoir les ratons voleurs. Donc c'est les ratons laveurs, mais qui vont voler les choses aux autres joueurs. Donc ces jetons-là, il faudra essayer d'en avoir le moins possible. Quand on en aura, ça peut nous poser des problèmes. Une dernière chose pour la mise en place, en fonction de l'ordre du tour, chaque joueur va commencer avec un certain nombre de pièces d'or. Donc si vous êtes le premier joueur, vous allez gagner 3 pièces que vous allez mettre dans votre coffre aussi. Donc vous prenez 3 pièces, vous ouvrez votre petit coffre, vous les mettez dedans. Le dernier joueur va gagner 5 pièces et tous les autres joueurs gagneront 4 pièces. Donc le premier 3, le dernier 5, les autres 4. Donc là à 3 joueurs, ça fait 3, 4, 5. Mais si on joue jusqu'à 5, il y aura plusieurs joueurs qui auront 4 pièces. Et c'est à peu près tout pour la mise en place. Donc vous mettez tout ça en place et vous êtes prêt à commencer la partie. Donc une partie de For a Crown va durer exactement 4 manches. Et à chaque manche, on va faire 3 phases. Il va y avoir une phase de recrutement où on va recruter donc les personnages. Puis on aura une petite phase de révélation. Donc les cartes recrutées vont aller toutes dans un même deck unique ici qu'on va mélanger. Et on va révéler une à une toutes les cartes du deck.
et à chaque fois qu'une carte va sortir, on va faire les événements qui sont inscrits dessus. Et enfin, il y aura une phase de fin de manche où on va faire un petit nettoyage, on va remettre des choses. Et on va faire ça du coup 4 fois. À la fin de la 4e manche, le joueur qui aura le plus de rubis dans son coffre sera déclaré vainqueur. Voyons maintenant en détail un tour de jeu. Donc la phase de recrutement, chaque joueur, dans l'ordre du tour, donc en commençant par le portrait le plus à droite et en redescendant, chaque joueur va pouvoir acheter un mercenaire sur le marché. On va pouvoir acheter uniquement des mercenaires, des colonnes où il y a une tuile de coût associée. C'est-à-dire que pour la première manche, on ne pourra pas acheter les mercenaires de niveau 4 et de niveau 5, parce qu'il n'y a pas de tuile ici. Donc c'est uniquement niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc on va choisir une carte, la prendre devant soi, payer le coût associé. Donc là, les cartes de niveau 2 vaudront 3 pièces, les cartes de niveau 3 vaudront 5 pièces, les cartes de niveau 1 vaudront 1 pièce pour la première manche. Et la carte qu'on va récupérer, une fois qu'on aura payé les pièces, donc là je prendrai les pièces de ma réserve et je les défausse dans la réserve générale. J'ai payé mes 3 pièces. La carte qu'on va récupérer, on va mettre une sleeve à notre couleur dessus. Et on va venir l'empiler sur le petit tas de cartes ici, sur lesquelles on a mis les 2 événements de départ. Les événements avec les étoiles. Donc on place la carte dessus. Ensuite c'est au joueur suivant, donc dans l'ordre du tour, le joueur jaune, qui va prendre une carte aussi en payant son coût. Donc il pourrait prendre par exemple celle-ci. Ça lui coûte 1 pièce, donc il paye 1 pièce à la banque. Il met la carte dans sa sleeve. Il la place ici. Puis le joueur suivant prend une carte, il va prendre, admettons, celle-ci, il la met dans sa sleeve, et il la place ici. Et la phase de recrutement est terminée, sauf à la première manche, parce qu'à la toute première manche, on fait ça 2 fois. Donc, une fois qu'on a fini de recruter, que chaque joueur a recruté une carte, on re-remplit le marché. Donc là, il y avait 2 cartes qui avaient disparu, on en remet 2 nouvelles. Le marché est prêt pour la prochaine manche, et à la première manche, comme je vous dis, on refait un tour de recrutement. C'est juste à la première manche. Donc là, on recommence avec le premier joueur qui va reprendre une nouvelle carte en payant le coût. Le second joueur, le troisième joueur. Donc on aura recruté chacun 2 cartes à la première manche. Et à la fin du recrutement, je vous dis, on re-remplit le marché. Donc ça, c'est la phase de recrutement. Quand on recrutera un personnage, on peut choisir les personnages face visible. On peut aussi choisir la première carte face cachée de chacun des tas de niveau 2, 3, 4 et 5. Quand on doit dépenser du coup des pièces pour recruter des personnages, on peut aussi payer, et ça c'est valable pour tout le jeu, avec des rubis. Un rubis vaut aussi 1 pièce. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Quand on doit dépenser des rubis, on ne peut pas payer des pièces à la place. Donc les rubis, c'est les points de victoire en fin de partie, mais ça peut aussi servir à recruter des personnages ou à dépenser des pièces quand on nous demande d'en dépenser. Ensuite, on passe à la phase de révélation. Donc la phase de révélation, c'est très simple. On prend tout le deck de cartes sur lequel on a les cartes événements et toutes les cartes que les autres joueurs ont recrutées. On va mélanger ce deck. Donc là, normalement, il devrait y avoir une carte de plus par joueur. Là, pour l'exemple, je me suis arrêté avant, mais c'est pas très grave. On mélange ce deck et on va retourner les cartes une à une. Et à chaque fois qu'il y aura une carte correspondant à un joueur, ce joueur va faire l'action qui correspond à la carte. Quand il y aura une carte qui correspondra à un événement, donc là c'est un joueur, là c'est un joueur, là c'est l'autre joueur, les cartes événements, elles vont s'appliquer à tous les joueurs. Il faudra faire ce qui a marqué dessus et résoudre directement la carte avant de passer à la suivante. Donc on résout toutes les cartes une par une. Et ces cartes-là, vous allez voir, elles vont vous permettre de faire perdre des rubis aux autres joueurs, de gagner des pièces, de changer l'ordre du tour ici. Et je vais vous expliquer ça du coup en détail. C'est tous les icônes qu'on va trouver sur les cartes dans le bandeau en bas. Donc très rapidement, c'est simple. Quand vous allez avoir des pièces, tout simplement vous gagnez des pièces. Les joueurs concernés gagnent des pièces dans leur trésor. Quand vous allez avoir un rubis, vous gagnez un rubis dans votre trésor. Quand vous allez avoir les ratons voleurs, vous allez devoir choisir un autre joueur et lui donner ses jetons. Donc là, admettons, ce joueur-là a le choix entre donc faire perdre un rubis à quelqu'un ou lui donner un jeton raton. Donc là, en fait, ces valeurs-là, quand il y a une croix, on choisit un joueur et on lui fait défausser un rubis. Donc les rubis, il les prend de son coffre au trésor, il les met dans la réserve générale, et les ratons, il prend un petit marqueur et il le met à côté de lui, tout simplement. Les rubis, tant que j'y suis, quand on doit en défausser, donc on les prend dans sa réserve, et quand on n'a plus de rubis, on est obligé de payer son objet spécial, donc la fameuse grosse tuile qu'on a mis tous au début de la partie dans notre coffre. Cette grosse tuile, on est obligé de la vendre quand on en a besoin, donc dès qu'on doit dépenser des rubis et qu'on en a plus, on vend cette tuile, donc on la défausse définitivement, et on prend à la place 10 rubis. Donc chaque tuile comme celle-là vaut 10 rubis
qu'on remet dans sa boîte. Et par contre, si à un moment donné on doit payer des rubis mais qu'on en a plus du tout, mais dans ce cas-là, on est éliminé de la partie. Et ça voudra dire que ce sera le dernier tour de la partie. C'est-à-dire que là, on fera pas les 4 manches complètes. Si un joueur est éliminé parce qu'il a plus de rubis, parce qu'on s'est acharné un peu sur lui, avant la fin de la partie, ben, ça met fin à la partie un peu plus vite. Ça, je vais y revenir dans les conditions de fin de partie. Donc je finis avec les différents symboles qu'on a ici. Gagner des rubis, perdre des rubis, donner des jetons raton laveur aux autres joueurs, gagner des pièces. Et ensuite, il reste le petit cadre ici. Le petit cadre, c'est très simple. Ça va vous permettre de déplacer n'importe quel portrait de famille sur la piste ici, sur le premier emplacement, soit disponible à gauche, soit disponible à droite. Donc là, quand on a un cadre, je pourrais prendre ce jeton-là et le mettre ici, par exemple, ou le mettre carrément de l'autre côté. Ou bien prendre le jeton jaune et le déplacer ici, ou le déplacer ici. Donc en gros, on décale un jeton, soit vers la gauche, soit vers la droite, pour changer l'ordre d'initiative, d'influence des joueurs, et donc l'ordre du tour pour l'achat des cartes. Ça va avoir aussi une importance pour certains événements. Les événements avec, on va mettre ici, le petit cadre avec un point d'interrogation. Cet événement, quand il est déclenché, tous les joueurs vont devoir perdre des rubis en fonction de leur position sur cette piste ici. Ceux qui seront au centre devront perdre un rubis. Ceux qui seront à gauche devront en perdre 2, et ceux qui seront à droite n'en perdront pas. Donc ça, c'est un premier impact de la piste. L'autre événement qui peut être important, parce que j'ai mis les cartes événements ici, c'est donc en fonction des fameux jetons raton laveur. Il y a des événements qui vous disent que les joueurs qui ont le plus de jetons raton voleur, pardon, c'est pas raton laveur, doivent perdre 2 rubis de leur coffre et défaussent tous leurs jetons raton au même moment. Donc des événements comme ça, il y en a 2. Les événements de la piste ici, il y en a 2 aussi. Il y en a un autre ici, un autre ici. Et ensuite, au niveau des événements, on va avoir un événement qui va vous permettre, dans l'ordre du tour, de défausser autant de pièces que vous voulez, ou de rubis du coup, pour défausser les jetons ratons que vous avez devant vous. Il y aura un événement qui va vous permettre de lancer le dé si vous êtes celui qui a le moins d'influence, donc le dernier joueur sur la piste ici. Quand il y a cet événement qui sort, il aura la possibilité de lancer le dé. Et le dé, on va retrouver exactement les mêmes icônes que sur les cartes. Donc vous allez soit pouvoir donner un jeton raton laveur à un autre joueur, soit faire défausser un rubis à un autre joueur, soit gagner un rubis, soit gagner une pièce, soit gagner 2 rubis, soit déplacer les cadres sur la piste. Et le dernier événement, dans l'ordre du tour aussi, vous allez pouvoir payer une pièce pour avoir le droit de lancer le dé. Tout simplement. Le dé, vous allez aussi le retrouver sur certaines autres cartes. Les cartes, je ne les ai pas toutes montrées, mais il y en a des différentes. Donc gagner des pièces, lancer 2 fois le dé, faire défausser 2 rubis, faire défausser 2 rubis. Donc là, c'est ce tas ici, c'est dans ce tas-là. Vous allez donner 3 jetons raton laveur à un autre joueur et lancer le dé. Vous allez déplacer 2 cadres ici, gagner 2 pièces. Gagner 2 rubis à en faire défausser un autre joueur. Bon, évidemment, plus les cartes seront de niveau fort, plus elles auront des effets intéressants. Et donc on a fait le tour de l'explication de la phase de révélation. Donc je vous dis, on prend les cartes ici et on les dépile une par une jusqu'à ce qu'on ait vidé tout le tas. Une fois qu'on a fini ça, on passe à la phase de fin de manche, donc la dernière phase d'un tour de jeu. Dans cette phase, on reforme la pile avec les cartes. Elles restent toutes en jeu, toutes les cartes qu'on aura mis dans la pile ici. On va rajouter une carte événement aléatoire piochée là-dedans sans la regarder, ici. Et on va insérer une petite tuile de coût de recrutement ici, dans la piste ici, pour décaler les prix. Et du coup, dès le deuxième manche, les cartes de niveau 1 seront gratuites, les cartes de niveau 2 coûteront 1, on pourra recruter des cartes de niveau 4 au coût de 5, et à partir de la 3e manche, on pourra accéder à toutes les cartes avec les coûts indiqués là, et à la 4e manche, on fera encore baisser les prix des cartes pour rendre les cartes plus accessibles. Donc ça, c'est ce qu'on va faire à la fin de manche, tout simplement, et on repart pour un nouveau tour avec, je récapitule, une phase de recrutement où dans l'ordre des tableaux ici, chaque joueur va pouvoir acheter une carte, mettre sa sleeve et la poser sur le paquet de cartes ici. Donc on fait ça chacun une fois. Ensuite, on remplit le marché. On passe à la phase de révélation, on révèle toutes les cartes, on fait ce qui est marqué dessus. Donc les joueurs
dont la sleeve est à leur couleur choisissent l'effet, sauf pour les cartes événements qui s'appliquent à tout le monde. La fin de partie va se déclencher donc de deux façons possibles. Soit vous arrivez à la fin de la 4e manche, tout simplement, donc vous avez inséré le dernier marqueur ici, vous faites un dernier tour et on compte les points. Soit un joueur a été éliminé dans la manche en cours, donc parce qu'il doit payer des rubis et qu'il en a plus du tout dans son coffre. Dans ce cas-là, on finit la manche en cours et on passe au décompte de fin. À la fin de la partie, il va y avoir des petits bonus-malus qui vont s'appliquer. Donc le joueur qui sera le plus influent, donc son tableau le plus à droite, gagnera un rubis supplémentaire. Le joueur qui aura le plus de pièces dans son coffre au trésor gagnera aussi un rubis supplémentaire. Et par contre, le joueur qui aura le plus de jetons ratons voleurs perdra un rubis. Une fois qu'on a fait ces petits ajustements, on va dévoiler du coup combien on a de rubis dans son coffre au trésor, en sachant que si on a gardé son objet précieux, l'objet vaut 10 rubis. Et le joueur qui aura le plus de rubis sera déclaré vainqueur. En cas d'égalité, ce sera le joueur qui sera le plus influent sur la piste ici qui sera déclaré vainqueur. Et c'est tout pour Pharaoh Crown, donc un très bon petit jeu de fourberie et de coups bas, comme c'est marqué sur la boîte. Un jeu très interactif où vous allez vous embêter les uns les autres. Assez rigolo, matériel super chouette, les petites boîtes sont cool, les rangements, les jetons sont bien épais. Les illustrations sont sympathiques aussi, donc un bon petit jeu familial pour ceux qui sont pas trop susceptibles et qui ont pas peur de se faire d'embêter les autres. Bon jeu.